c'est dans les 5 prochaines années, je pense qu'on aura réussi à sauter le pas. Alors, dans ce genre de mode d'apprentissage massif, puisqu'il y a plusieurs personnes connectées en même temps, est-ce que vous utilisez le retour de ces données, c'est-à-dire que finalement vous utilisez un algorithme, une intelligence artificielle qui va permettre de capitaliser sur l'ensemble de ces réponses pour faire des mises à jour permanentes de vos outils logiciels? Alors ouais, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'effectivement, les données qu'on récolte, on a un module nous Analytics, donc ces données qu'on récolte, on les analyse et on restitue un brief à l'apprenant, mais aussi éventuellement à l'entreprise qui commande le jeu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir s'il y a vraiment eu une progression sur un certain nombre de compétences qu'il y avait à acquérir, tout simplement parce que les entreprises recherchent le retour sur investissement et la baisse des coûts. Et là, c'est là où on s'inscrit avec le cloud sur des dispositifs qui sont intéressants parce qu'on peut effectivement développer une fois un jeu et le développer de manière c'est du dématérialisé, donc on peut le diffuser à l'infini et on pourra effectivement si on a un client qui a des salariés en Europe mais aussi aux États-Unis, de manière très simple, ouvrir des serveurs en un clic, en moins d'une minute, on a des serveurs qui sont opérationnels avec le jeu qu'on peut lancer pour l'entreprise. Donc c'est une facilité d'utilisation, une facilité d'usage, mais aussi une performance dans l'analyse de données et la restitution qu'on va faire à l'apprenant qui est assez intéressante. Et là, effectivement, on arrive sur d'autres business models, on en parlait aussi tout à l'heure, on arrive à créer une nouvelle valeur, un nouvel écosystème qui va être très intéressant. Alors justement, on va faire un peu de pub, puisque quel est votre hébergeur et quelle valeur ajoutée Alors, va-t-il apporter? c'est bien d'être ici à IBM, on est chez Softlayer, voilà, depuis un certain temps maintenant, et donc la valeur ajoutée, tout simplement, nous on a fait un certain nombre de tests, alors j'espère que ce sera le cas dans un futur assez proche, mais on peut déployer aux États-Unis le jeu en moins d'une minute et l'ensemble de notre infrastructure. Donc c'est quand même assez performant pour nous d'être comme ça aux quatre coins de la planète en fonction de ce qu'on nous demande. Et la différence, alors là je vais être moins agréable, la différence avec un Amazon par exemple, c'est dans le conseil, l'accompagnement, quelle est la différence? Alors, on n'a pas testé Amazon pour être franc. Nous, on était avant sur le cloud d'IBM, on a migré sur Softlayer. On a la chance d'avoir ici IBM qui est présent. Donc moi, j'ai eu pas mal d'accompagnement de la part d'IBM. Ils ont été très commerciaux. Ils nous ont bien accompagnés. Ils nous ont donné du temps d'ingénieur pour nous aider à améliorer notre infrastructure. Donc il y a eu pas mal de travail qui a été fait par IBM pour nous permettre de développer au mieux notre infrastructure. D'accord, merci. Thomas, pour venir à vous, vous m'avez indiqué que la culture de l'innovation, l'entrepreneuriat, l'internationalisation sont les valeurs clés de l'école qui, au travers de ses anciens étudiants, sont à l'origine de la création d'entreprises avec une forte culture du cloud en ce moment. Vous m'avez parlé de différents projets, Metlib, Docker ou Flat sont des bons exemples pour vous. Est-ce que vous pouvez finalement nous expliquer l'un des trois projets et nous dire finalement sur ce genre d'entreprise, est-ce qu'elles existeraient s'il n'avait pas de cloud, et s'il existe, quel est le modèle économique, les avantages Alors, bonjour à tous. Alors clairement, aujourd'hui, les étudiants, on a parlé un petit peu tout au long des précédentes tables rondes de la problématique de la formation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les étudiants aujourd'hui vivent dans un monde où les outils collaboratifs, où le cloud, c'est une culture, c'est quelque chose qu'ils utilisent tous les jours et qui est complètement naturel pour eux. Ils n'ont pas vraiment de problématiques de sécurité, de crainte, de peur par rapport à son utilisation. Je porte pas de jugement par rapport à ça. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas aujourd'hui, clairement, les projets de création d'entreprises, des entreprises qui sont créées par des étudiants d'Epitech intègrent quasiment tous le cloud dans leur ADN, et il n'existerait pas de fait s'il n'y avait pas le cloud, clairement. On peut prendre l'exemple de Docker là, qui est en train de très très bien réussir sur un système de conteneurs et qui permet de faire beaucoup de choses. Mais je voudrais aussi vous parler un petit peu d'un projet qui est issu très récemment de l'école d'étudiants de la promo 2014 qui s'appelle Flat. Et pour vraiment illustrer ce que peut apporter le cloud dans la création digitale, dans la façon en fait de changer la façon dont les gens, les compositeurs vont écrire la musique et partager la musique et collaborer sur ce domaine. Flat, c'est une boîte qui n'est pas encore créée, qui est accélérée par The Family depuis à peu près un an.
Aujourd'hui, ils ont 40 000 utilisateurs. Ils ont une croissance d'utilisateurs de 50% par mois. Et ils sont présents, ils ont des utilisateurs dans plus de 80 pays. Donc déjà, clairement, sans le cloud, sans une appropriation et une compréhension de ces outils-là très naturels, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Voilà. Et ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que dans leur croissance, dans leur dès qu'ils ont des utilisateurs qui commencent à une communauté qui commence à se développer dans un pays, ben, ils vont aller chercher la solution cloud qui est proche de ces utilisateurs, que ça soit par exemple pour l'Amérique du Sud, ben, c'est plutôt Amazon. Pour d'autres pays, d'autres continents, ça peut être plutôt d'autres hébergeurs. Mais en tout cas, la problématique, c'est de maintenir et de garantir une qualité de service pour ces utilisateurs et une expérience agréable. Ça demande un temps d'accès très rapide sur les serveurs et l'expérience montre que ça ne peut se faire qu'en ayant des serveurs et des infrastructures cloud qui sont proches des gens qui utilisent le service. Et donc ils ont une très grande adaptabilité par rapport à ça. Et si il faut déployer tout de suite un service ou des serveurs dans un pays, ben ils vont tout de suite chercher la solution qui correspond à ce besoin, comme ça. Voilà. Donc pour parler un peu de Flat, ben, simplement c'est permettre à des gens d'écrire de la musique ou même directement de composer en branchant un instrument MIDI sur leur ordinateur et la partition va s'écrire toute seule. C'est bien sûr collaboratif, c'est déjà intégré avec Hangout, etc. Donc on peut avoir des gens qui vont composer ensemble de la musique en étant aux quatre coins du monde, tout en collaborant en direct et avec les partitions qui vont s'écrire, qui vont se sauvegarder bien sûr. La possibilité d'interagir, de rapidement faire tester, faire connaître ce qui a été composé. Et c'est aussi une communauté d'utilisateurs, donc c'est la possibilité d'avoir des retours, des avis, des utilisations, de mettre en avant des choses qui marchent, etc. Ça va arriver prochainement. Ça semble assez évident, c'était quelque chose qui se faisait pas encore dans la collaboration, dans les outils collaboratifs, il y a à peu près tout ce qu'on veut sur la productivité, le business, etc. Bizarrement, sur la composition de musique, il n'y avait rien encore. Donc là, ils ont cette place qui commence à occuper, qui se développe très vite. Et je pense que dans quelques années, que ce soit dans les conservatoires, que ce soit pour les groupes de musique, que ce soit pour un compositeur qui veut directement avoir un lien avec les gens qui l'écoutent et qui l'aiment bien, ben, ça sera des choses qui seront complètement naturelles. Voilà. Donc c'est pour ça que le cloud, à ce niveau-là, c'est vraiment un catalyseur d'innovation et de créativité. Et les étudiants baignent complètement dans cette culture, c'est absolument naturel pour eux. Merci. Alors, Epitech, c'est avant tout une présence dans 12 villes en France, 5000 étudiants, 1500 titres par an d'experts. Et ce qui est assez drôle, vous m'avez dit que vous utilisiez les MOOC des grandes écoles pour pouvoir expliquer un sujet très pointu, parce que finalement, le fait de prendre un professeur et le fait qu'il se déplace en fait chez vous, ce sera pas aussi efficace qu'un discours efficace d'un expert. Ouais. Alors il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà historiquement, Epitech c'est 12 villes en France. Donc déjà les étudiants travaillent en collaboratif entre les différentes villes. Et naturellement, ils ont déjà l'habitude d'avoir des outils, des cours en ligne centralisés, etc., etc. Après, il y a beaucoup de cours en vidéo parce que ça a plein d'avantages par rapport à un prof en présentiel. On peut le mettre en pause, on peut lui faire répéter la même chose 10 fois. À un moment, un prof, si on n'a pas compris, on dira oui, c'est bon, et on ira chercher plus tard ou on n'ira pas chercher. Voilà. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une offre de formation au niveau mondial avec des formations de référence. Là, typiquement, l'exemple, c'est l'exemple des cours d'algorithmie de Stanford qui sont faits par les meilleurs profs du monde, qui sont accessibles gratuitement à tous les étudiants et tous les gens qui veulent les suivre. Il y a même la possibilité d'avoir des petits examens et de valider une certification sur ces cours. Donc, clairement, à Epitech, il n'y a pas de pro d'algorithmie. Ils ont besoin de développer des compétences dans ces domaines-là. Ils vont aller chercher naturellement les éléments dont ils ont besoin dans l'e-learning de l'école, mais aussi ailleurs. Et on va promouvoir comme ça des éléments de cours qui peuvent être à Stanford ou dans d'autres grandes universités partout dans le monde. Merci. Alors, pour vous, la création digitale,
Est-ce que ça a fondamentalement changé les modèles économiques que vous connaissez? Ben oui. Oui, comment? Oui, parce que si on prend l'exemple de Flat, 40 000 utilisateurs dans 80 pays, quand une société n'est pas créée et qu'elle a quasiment pas dépensé beaucoup d'argent pour acquérir ses clients, c'est quelque chose qui n'était pas possible autrement. Et c'est vraiment un élément, en fait, les stratégies de développement des startups, des nouvelles entreprises, sont basés sur cette capacité de toucher rapidement des utilisateurs à l'échelle de la planète, sont basés sur une capacité de collaboration, de travailler en full remote avec des étudiants qui ont cette culture-là d'être dans un pays et de travailler sur un projet avec d'autres étudiants de notre pays. Et c'est quelque chose qui est complètement intégré maintenant. Donc évidemment, c'est complètement dans l'ADN et dans la stratégie même des entreprises. Raphaël? Ah oui, je partage tout à fait ta vie. C'est vrai que c'est un moyen de toucher des utilisateurs partout dans le monde de manière très simple, et aussi d'avoir des productions qui sont aussi rentables, parce qu'on ne fait pas la prestat de service, c'est-à-dire qu'on fait un contrat et puis on s'arrête à la fin, il ne se passe plus rien. Après, il y a la possibilité de le diffuser, donc même on peut créer des business models où le client qui a lui-même commandé un jeu peut aussi trouver sur Serious Game un moyen de le rentabiliser. Donc la business unit qui s'occupe de la formation peut aussi rentabiliser son investissement. Donc là, il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui est possible par les infrastructures et par le cloud. Je rajouterais aussi dans le domaine B2B, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé grâce au cloud dans la facturation. C'est quand on propose un service comme des ERP, des CRM. Avant, les services comptables, ils se déplaçaient, ils envoyaient des courriers recommandés parce qu'il y avait des impayés. Aujourd'hui, il n'y a plus ces problématiques parce qu'au final, on paye à l'utilisateur, on paye de façon mensuelle ou annuelle, et tout ça est enregistré sur des plateformes comme PayPal, où les numéros de carte bancaire sont directement enregistrés. Et le cloud, du coup, supprime tout ça. C'est un gain de temps monstrueux pour les services comptables dans les entreprises, et donc forcément une réduction des coûts internes conséquente. Nickel. Au niveau du... Vous m'entendez là? Oui. Au niveau du jeu vidéo, c'est clair. Comme je le disais tout à l'heure, on est passé donc du produit où on achetait le jeu dans un magasin, dans une boîte, à aujourd'hui, je télécharge un jeu gratuitement. Même souvent, le développeur va acheter ses utilisateurs. Aujourd'hui, je crois qu'on est entre 2 et 3 dollars. Et il va falloir monétiser tout ça par des microtransactions. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les plus grosses sociétés de jeux vidéo aujourd'hui, notamment en termes de valorisation, ce ne sont plus Electronic Arts, Ubisoft ou toutes ces sociétés qui existent depuis 25 ou 30 ans. Ce sont de nouveaux venus qui n'existaient pas il y a 5 ans, 6 ans, et qui ont dépassé ces dinosaures, entre guillemets, en termes de valorisation. Alors, j'ai entendu parler du fait de dématérialiser même la Xbox ou la PS4, voilà, directement reliée. Oui, donc ça c'est l'autre partie du cloud gaming. C'est plutôt que le joueur qui joue à des jeux qui sont très demandeurs en termes de CPU, de GPU, s'il veut toujours être au top du hardware, il va falloir qu'il change sa carte graphique chaque année, qu'il change son processeur. C'est des configurations coûteuses qu'il va falloir changer fréquemment. Aujourd'hui, existe déjà, c'est pas encore le Graal. C'est pas encore le Graal, mais ça commence à arriver. Donc en fait, le jeu tourne dans des fermes de serveurs où là il y a les meilleurs CPU, les meilleurs GPU, et c'est streamé via une connexion Internet sur un petit PC ou même sur une Smart TV, voire une tablette. Donc là, on n'a plus besoin d'avoir les 3 consoles parce que si on veut des jeux familiaux, il faut une Nintendo. Si on veut les jolis exclus Sony, il faut une PS4. Il y a aussi des exclus chez Microsoft avec leur Xbox. Pour le joueur qui veut jouer à tout, il faut tout acheter. Aujourd'hui, commencent à apparaître des solutions où je stream ce dont j'ai besoin à un moment donné. Ça doit limiter aussi le piratage, sûrement. Et ça limitera aussi le piratage. Et
augmenter les mises à jour au fur et à mesure, puisque de mémoire, il y a certains gros éditeurs pour sortir leurs jeux vidéo se permettent de sortir 5 ou 6 niveaux seulement, et puis avec un niveau de difficulté de 4 à 6 extrêmement fort, de telle sorte de développer les futurs niveaux et de les envoyer au fur et à mesure en paquet. Là, on s'affranchira complètement de toutes les mises à niveau, puisque ce seront les serveurs dans les fermes qui seront mis à jour régulièrement, et il y aura juste un streaming pour l'utilisateur. Juste une petite question pour vous, le Graal en fait dans la création digitale. Quel sera en fait le cloud de demain? Quel serait le Graal alors pour Jérémy? J'ai peut-être une petite idée. Justement, on parlait de GPU. Je pense que la notion de carte graphique dans le cloud, c'est quelque chose de très différent, parce qu'on est sur des outils qui coûtent extrêmement cher. Un processeur classique aujourd'hui dans un serveur qui est mis dans des fermes de serveurs, ça va coûter entre 200 et 300 euros le CPU, mais avec un assemblage de nombreux CPU ensemble. À la différence, au niveau des cartes graphiques, on est sur des coûts où je crois qu'une carte Nvidia Kepler qui est très très costaud aujourd'hui chez les fabricants, ça peut coûter entre 6 et 10 000 euros la carte graphique. Donc monter des infrastructures de GPU en termes de serveur, c'est très très élitiste. Personnellement, j'en connais qu'un qui est Nvidia bien sûr, et c'est encore un blocage parce que les coûts sont monstrueux en termes de cloud. Donc moi, ce que j'espère, c'est de voir apparaître de plus en plus de l'infrastructure cloud GPU pure, et de pouvoir enfin ouvrir aussi au gaming de façon plus poussée, mais de l'ouvrir aux startups, de l'ouvrir pas qu'aux géants comme Microsoft et Sony sur la PlayStation justement. Un petit mot là-dessus? Oui, je pense que on a bien compris que le cloud c'était un élément vraiment de performance stratégique pour les entreprises, pour les startups aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a effectivement des centres serveurs cloud de plus en plus puissants où on trouve de plus en plus de CPU, de processeurs, etc. Après, ces centres-là, il faut pouvoir y accéder. Et ça veut dire que pour aller se connecter et profiter des services et pouvoir diffuser des services à partir de ces centres-là, il faut avoir des connexions Internet qui tiennent la route et qui supportent la quantité, la masse de données qui est envoyée en streaming, etc., etc. Donc, pour que ça se développe vraiment, que ça marche bien et qu'on n'ait pas des super applications sur des serveurs où il n'y a aucun problème de puissance qui se mettent à laguer lamentablement parce que la connexion à la fin pour arriver sur son bureau ou sur son device elle sature parce qu'elle est partagée avec 10 voisins ou quoi que ce soit, il faut vraiment que les infrastructures, que les plans de déploiement du haut débit, de fibre, etc. Accélèrent, parce que c'est ça qui est maintenant le facteur limitant du déploiement du cloud et surtout de l'usage et de la qualité d'usage de toutes ces applications qui arrivent. Puis on parle de maillage de territoire aussi, hein. D'où le fait aussi de l'implantation de la business cloud en région aurait du sens aussi. Et ouais, pour compléter, les premiers pure players cloud gaming qui ont vu le jour aux États-Unis sont arrivés trop tôt en fait. Et il y a eu des millions de dollars investis et ils ont fermé. Là, il y a une deuxième vague qui arrive, mais effectivement le problème, ça va être les tuyaux et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire passer comme données pour l'utilisateur final qui aura plus qu'un écran et une manette en fait. Ce qui est quand même assez intéressant. Alors on va peut-être passer aux questions rapidement. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Des questions dans la salle, c'est le moment. On n'a pas eu forcément beaucoup d'interactivité jusqu'à maintenant, mais voilà, c'est l'occasion. La troisième table sera beaucoup plus interactive aussi. Peut-être des questions Twitter, je ne sais pas du tout. Non, les gens sont restés assez calmes sur Twitter. Ça veut par dire rapport aux questions. Donc ça veut dire qu'on a répondu parfaitement à la problématique. Moi j'avais une question alors, parce que on a compris que le facteur limitant c'était un petit peu le diamètre des tubes. Dans combien de temps finalement moi je pourrais avoir ma Xbox 360 PS5 en un seul bloc directement utilisable dans le cloud? Et c'est quoi, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans? C'est assez dur à dire. Et j'ai lu un article il n'y a pas longtemps d'une étude anglaise qui disait que
vu l'évolution des tuyaux aujourd'hui et vu